Lundi 13 décembre 2021, premier jour de la semaine, première convocation du tribunal de l'actualité. Ravi de vous retrouver sur les antennes des médias leaders True TV et Watt FM. Vous le savez, c'est un rendez-vous pour juger les faits majeurs de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Je suis Adam Skaled Ouedraogo, président de ce tribunal. Avec moi sur ce plateau, les inconditionnels, les juges au siège. Bena Bougma Geoffroy Vaha, bonjour et bienvenue. Bonjour Président Ouedraogo, bonjour juge Vaha, bonjour Madame, Monsieur. Bonjour juge Boumba, bonjour Président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Le Burkina Faso est en attente d'un gouvernement. Le chef de l'État, vous le savez, a nommé un premier ministre, Lassina Zerbo, qui est cet homme chargé de coordonner l'action gouvernementale. Quels sont ses atouts et ses défis? Ces questionnements vont constituer le fil conducteur de la première partie de cette convocation. Ce 13 décembre marque également le 23e anniversaire de l'assassinat du journaliste d'investigation Norbert Zongo et de ses 3 compagnons. Qu'est-ce qui empêche la manifestation de la vérité dans ce dossier? C'est également le deuxième sujet à rouler pour cette convocation. Mais avant le décryptage, nous allons ouvrir la première fenêtre de cette émission, les avant-propos. Messieurs les juges, vous avez la parole. On commence avec vous, juge Bougma. Qu'est-ce qui retient votre attention pour cette première convocation de la semaine? Alors, ce qui retient notre attention, ce 13 décembre, c'est vrai comme le sujet enrôlé, on va y revenir. Donc, c'est dire que compte tenu de l'affaire Norbert Zongo, les classes sont fermées. Par prudence, beaucoup d'établissements ont fermé justement. Les choses ont commencé d'ailleurs le 6 avec l'affaire Flavien Lébier. Donc, je fonde l'espoir que dans quelques années, on parlera du dossier, mais autrement, parce qu'une suite judiciaire sera donnée. Donc c'est l'espoir que je souhaite à tous les Burkinabés. Espoir dans toutes nos initiatives et beaucoup de courage à tout un chacun. Nous sommes dans le mois de décembre, dans les derniers moments de ce mois-là, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on se leurre. La tête de plusieurs Burkinabés est déjà à la fête. Donc c'est entre achat de vêtements, entre changement de meubles à l'intérieur de la maison, entre, comment on appelle ça, relookage et entre perspectives. Donc on a déjà la tête à la fête. Alors que c'est aussi un temps de planification, d'organisation pour pouvoir aborder 2022 sereinement. Donc je voudrais souhaiter beaucoup de courage à tout le monde et puis beaucoup de prudence. C'est aussi une période de recrudescence des accidents de la circulation. Donc pensée spéciale à toutes ces forces également qui sont au front, qui combattent l'idée terroriste et beaucoup de courage également aux personnes déplacées internes. Merci, juge Bouma. Juge Var, vous avez la parole. Qu'est-ce qui retient votre attention pour cette première convocation de la semaine? Oui, merci Président. Mon avant-propos va concerner une sortie qui a été des plus commentées ces derniers temps. C'est la sortie, ces dernières heures, je veux dire, c'est la sortie du Dr Émile Paré sur un média de la place où il a manqué beaucoup de respect. Moi, en tout cas, c'est mon avis aux déplacés internes ou à ceux qui sont dans des situations et des localités qui sont difficiles en termes de sécurité et qui cherchent des lieux plus sûrs pour continuer de vivre, puis continuer de résister. Les traitants de lâches, c'est quand même un peu fort. Et je suis d'avis avec certains, parce que quand vous écoutiez même le mot à dire de ce matin, il y a beaucoup qui s'en sont offusqués. Et il y a un auditeur que je rejoins d'ailleurs qui demande à ce que ce monsieur s'excuse pour les propos qu'il a tenus. Et moi, je rejoins cette voie-là parce que on est dans une situation qui est tellement difficile. Et ça me rappelle encore les propos du président. Lorsqu'il dit qu'on est loin en Ouaga et on parle de certaines choses qu'on ne maîtrise pas, je crois que M. Paré l'a beaucoup symbolisé à travers les propos qu'il a pu laisser tomber comme ça et qui ne sont pas tombés dans l'oreille de sourds et qui ont heurté plus d'un. Je crois que la situation est assez grave pour qu'on se permette ce genre de sortie-là et ça mérite qu'il s'excuse, ça c'est une réalité parce que les propos sont quand même assez forts.
Merci, juge Va. Nous allons également dire merci à l'équipe de réalisation de cette émission, le Tribunal de l'actualité, qui nous permet d'être ensemble du lundi au vendredi sur les antennes des médias leaders True TV et Watt FM. Premier sujet enrôlé pour cette convocation, la nomination du Premier ministre. Le géophysicien, vous le savez, Lassina Zerbo, âgé de 58 ans, a été nommé Premier ministre vendredi dernier en remplacement de Christophe Marie-Joseph Dabiré. À cheval entre la science et la diplomatie, c'est un monsieur qui est très peu connu du public burkinabé, juge Bougma. Déjà, le choix de ce monsieur, c'est vrai qu'il était sur les petits calepins. Finalement, c'est lui qui a été choisi. Pas trop grande surprise, selon vous? Oui, et c'est d'ailleurs pas la première fois que M. Zerbo est cité comme probable Premier ministre du Burkina. Depuis l'élection du président en 2015, donc pour le premier mandat, quand les remaniements ont commencé à fuser par rapport au remplacement de Paul Kabatieba, son nom avait déjà été sorti. Et après, même après les élections, où il y avait beaucoup de débats autour du choix du Premier ministre, entre plusieurs noms qui étaient cités, son nom faisait partie de la shortlist. Donc, c'est-à-dire également que ce n'est pas en soi une surprise pour ces personnes-là qui sont introduites dans les salons feutrés de ces négociations. Donc, il arrive sans surprise, parce qu'il fait, je dis bien qu'il fait partie des personnalités soupçonnées pour être Premier ministre depuis belle lurette. Et tout récemment, après la sortie nocturne du président le 26 novembre, juste après, par rapport au Premier ministre, son nom est revenu, et certains médias d'ailleurs avaient effectivement fait des simulations, mais vous citez un, deux noms, il y a Lassina Zerbo. Donc je suis d'accord avec vous, c'est pratiquement sans surprise. D'accord. Alors c'est un technocrate chevronné. Le nouveau Premier ministre aussi est connu. Et selon certains analystes, c'est quelqu'un qui a un bon réseau et qui transcende les clivages politiques. Cela peut être un bon atout pour la mission qui lui est assignée. Bon. Bon réseau, ça peut-être on va le voir au fil du temps, mais bon, il a été aussi à la tête d'une institution internationale, je pense que c'était depuis 2013, qui est contre la question du nucléaire et de sa prolifération. Mais quand vous regardez, c'est aussi on va dire c'est un poste auquel vous êtes et qui vous permet des proximités avec tout ce qu'on a comme crème au niveau international en termes de dirigeants et tout. Donc ça, c'est clair que ce relationnel-là est là. Mais moi, je pense que le premier atout qu'on a ici, le concernant, et c'est ce que je partage, c'est que déjà, on est dans une situation où les clivages sont tellement profonds, où chacun tire sa couverture sur une réalité sécuritaire pour laquelle je n'ai même pas sûr qu'il puisse apporter vraiment une solution concrète. Je parle de l'opposition tout comme de la majorité. Donc, dans ce cas de figure, il fallait quelqu'un au moins qui ne soit pas si trempé pour ne pas venir avec des tas qu'on va lui reconnaître ou bien remémorer quelques affaires qui sont collées à lui ou bien quelques décisions ou bien quelques éléments du passé. Ça au moins c'est quelque chose d'intéressant le concernant. Quand on dit son nom, vous ne voyez pas forcément directement l'obédience politique. Quand on dit son nom, vous ne voyez pas une affaire récemment qui vous interpelle le concernant. Quand on dit son nom, vous ne vous rappelez pas de position dans le temps. Et alors que aujourd'hui, ce n'est pas ce dont on a besoin. On a besoin de quelqu'un qui n'est pas clivant, on a besoin de quelqu'un qui peut ratisser large, qui peut avoir la délicatesse de dire au président, bon écoutez, celui-là n'est pas de notre bord, mais je pense qu'on a besoin aujourd'hui dans la situation dans laquelle nous sommes, puisque évidemment, nous sommes dans une situation où il faut d'abord sauver le Burkina Faso. Et après, quand on aura réussi cela, quand on aura fait inverser la tendance sur la question sécuritaire, parce que c'est pour moi la question première, on pourra discuter de partis politiques, on pourra discuter du clivage que nous avons. Vous savez, c'est parce que ça va à la maison qu'il y a des mésententes. C'est-à-dire c'est parce qu'on rentre tranquillement, tout ça, ça se passe bien, qu'on se rend compte qu'on ne s'entend pas sur des détails. Mais je pense que quand votre maison est en train de s'écrouler, je ne crois pas que ce soit les clivages qui soient les plus importants. Le plus important, quand c'est l'incendie, c'est d'apporter ensemble le feu. Et quand on va finir d'y mettre fin, on va s'asseoir et puis dire, bon, écoutez, il y avait avant le feu là, le problème qu'on avait, on fait, qu'est-ce qu'on en fait? Peut-être même qu'en éteignant le feu, vous comprendrez qu'il y a plus important dans la vie que vos petits clivages, que vos petites piques que vous emmenez. Aujourd'hui, je crois que c'est ça qui est intéressant avec ce personnage qu'on porte au niveau du Premier ministère. Maintenant,
on espère qu'il fera le bon choix, parce que la question d'un Premier ministre, ce n'est pas ça seul. C'est l'équipe gouvernementale qui accompagne aussi, qui donne un peu le là. À demi-mot, quand on a fait la plupart on a fait le tour des partis qu'on a reçus ici et des acteurs de la scène publique, ils ont pratiquement tous reconnu, que ce soit de l'opposition comme du pouvoir, qu'on ne sentait pas le caractère très collégial dans le gouvernement que nous avions, alors qu'on avait besoin d'unité, on avait besoin d'aller ensemble pour résoudre le problème dans lequel nous sommes. On espère qu'il va faire le bon choix et qu'il aura les coups des franges, parce que c'est ça aussi qui est important dans ce type de situation-là. Pas qu'on vienne encore nous dire que, écoutez, vous vous rappelez que pendant les consultations électorales passées, voilà les partis qui nous ont apporté le plus, donc le siège de ça lui revient, le siège de celui ça lui revient, le siège de celui-là ça lui revient. Dans ce genre de figure-là, il travaille avec des gens qui n'ont pas forcément calé, des gens avec lesquels, des gens qu'il va découvrir au fil du temps, et dont peut-être il aura, pour être plus clair, l'impact difficile en termes de décision, de décharge ou de remplacement, ça devient un peu compliqué. On espère qu'on le laissera faire son équipe, évidemment avec chapeauté par le président du Faso. Alors c'est connu, le bon maçon, c'est au pied du mur qu'on le reconnaît. Juge Val a dit, le premier défi de M. Zerbo, c'est le casting des hommes qui vont composer son gouvernement. Oui, c'est le casting des hommes qui vont composer le gouvernement, et ça c'est très important, parce que cette étape de casting des hommes qui vont composer le gouvernement, il y a aussi un système de gestion avec une administration qui est très lourde, des procédures à n'en pas finir qui par moment également ne facilitent pas les choses, parce qu'il y a un tout puissant ministère de l'économie et des finances qui a aussi à l'intérieur sa façon de fonctionner, et dont les méthodes parfois pour certains c'est difficile d'obtenir du résultat en un temps record. Donc parce que mais ça c'est le Burkina qui l'a voulu ainsi, parce que ce n'est pas le ministère que j'indexe, c'est nous qui avons voulu tout ce système-là pour le ministère de l'économie et des finances, qui garantit effectivement un certain nombre de garantit la fiabilité des actes qui sont posés et tout, mais en termes de résultats, parfois ce n'est pas aussi simple. Donc parce qu'il y a toute une procédure à respecter avant exécution. Donc on se rappelle de l'anecdote du FESPACO qui avait été donné ici. Donc quand vous voulez du résultat à un moment donné, c'est très très difficile. Donc il y a tout un système de gestion à revoir, parce que ce n'est pas forcément la qualité ou le choix des hommes à un moment donné qui donne le résultat, il y a aussi le système dans lequel vous travaillez. Donc si le système va demeurer le même, ce n'est pas aussi évident. Donc ici ce n'est pas la qualité du CV, ni la qualité seulement des hommes, ça ce n'est pas suffisant. Il y a aussi un Burkina qui a une façon de faire dans son ensemble sur le plan système, parce que c'est un système vieux de longues années, qui a fait 27 ans, qui est tombé en octobre, qui a continué et qui n'a pas véritablement changé. Donc vous venez dans ce système-là. Alors donc, ça pose à un moment donné un problème d'efficacité. Donc moi je pense aussi que c'est lié à ça. Des hommes compétents, oui, mais il y a un système et puis il y a aussi un capitaine après qui décide. On a vu des initiatives de certains ministres. C'était de très belles initiatives et d'ailleurs courageuses, parce que certains allaient réfléchir par deux fois avant de prendre ces initiatives-là. Mais ces ministres ont pris ces initiatives, ont conduit le processus, et c'est à quelques mètres de son aboutissement qu'un matin, le patron en a décidé autrement. Depuis René Bagoro, ministre de la Justice, dans l'affaire des magistrats, jusqu'à ce que cela donne des insomnies à ceux qui se sont occupés du dossier par rapport à la restructuration de donc ce que d'aucuns appellent la remise à plat des salaires, en passant par, à un moment donné, ce qui avait été demandé, la fin des statuts particuliers ou des statuts spéciaux, je ne sais pas moi. C'est de grosses initiatives qu'on a prises. On a dépensé beaucoup d'argent, mais après, bon voilà, c'est un résultat qui a fait... Puis c'est terminé. Il y a aussi l'initiative qui a été prise par le ministre du Commerce par rapport aux frélatés. C'est sur les réseaux sociaux que monsieur et ses collaborateurs voient les patrons de ces frélatés en train pour s'entretenir avec le chef de l'État sur la question. Le ministre n'y était pas. C'était aux yeux, au vu de tout le monde. Donc,
parce que après vous êtes là, vous, dans la bonne voie, vous prenez des décisions, mais les leviers du pouvoir réel sont ailleurs pour vous dire vous pouvez continuer ou pas. Ou bien on vous appelle au téléphone, vous dit bon écoutez, vous laissez tomber, gare à vous. Donc il y a cette réalité qui est là, qu'il faut travailler aussi à assainir. Donc je pense que notre physicien, notre scientifique vient dans ce contexte-là. Donc la différence, on a préféré beaucoup plus un scientifique. Quand on prend aussi l'histoire de nos PM, en général ce sont des économistes, planificateurs, avec le résultat également qu'on connaît. Bon, j'ai dit ce n'est pas tous les PM qui sont comme ça, mais la grande majorité des PM qui se sont succédés à la primature ont un profil avec l'économie à l'intérieur. Donc, jusqu'à Dabiré, les plus récents, Paul Kabatieba Dabiré, c'est vrai que Thiao était dans notre registre, mais dans un contexte où il est venu remplacer quelqu'un également qui était de l'économie Tertu Zongo. Donc la réalité aussi, elle est là implacable. Donc ce choix-là aussi tranche sur ce point-là. Mais la réalité aussi, c'est que pour avoir du résultat, il faut être pragmatique. Et ça, M. Zerbo et son CV ne suffiront pas. Alors, on l'a dit, le nouveau locataire de la primature a un grand nom à l'international. Alors, il est à cheval entre la diplomatie et la science, on l'a dit. Mais pour beaucoup, l'oiseau rare a été très longtemps coupé des réalités du pays. Est-ce que ça ne peut pas être une faiblesse? C'est en tout cas la crainte de beaucoup de Burkinabés. Bon, c'est vrai aussi que être à des fonctions à ce niveau-là, ça ne vous ramène pas toujours à la réalité de votre pays. Maintenant, vous savez, on est attaché ou pas à son pays. Je crois que ça aussi, c'est une réalité. Et puis, vous ne savez pas le nombre de... la fréquence de présence sur le sol. Et puis, son caractère enclin à savoir ce qui se passe et tout, et à rester connecté à son pays. Ça, c'est autre chose. Vous savez, il y a des gens qui sont ici, qu'on a nommés, mais bon, ils se sont réveillés avec nous chaque matin, 365 jours là, sur le sol burkinabé, mais ils nous ont pas apporté la solution pour autant. Donc, je veux dire que c'est vrai que ça peut être un handicap, mais ça peut être aussi quelque part un genre d'avantage. J'ai dit tout à l'heure, quand vous venez et que vous avez un air de neuf, ça donne déjà quelque chose. Maintenant, quand vous venez et que vous êtes déjà clivant, pour rappeler beaucoup de choses dans notre histoire récente ou un peu plus lointain, ça vous venez avec comment dire cela, chez certaines personnes et dans leurs esprits, du prérequis, ils se disent, bon, est-ce que ce monsieur-là va pouvoir le faire? On se rappelle avec, quand vous vous rappelez de l'ancien premier ministre, celui qui vient de partir, M. Dabiré, demander à un étudiant, il va vous rappeler, ou bien à quelqu'un qui connaît nos universités, il va dire, c'est pas monsieur Année Blanche. Je vais dire qu'il y a des petites choses comme ça qui reviennent. Mais ça peut être pour moi aussi un genre d'avantage. Maintenant, on ne peut pas juger de sa connaissance des choses. Moi, je ne l'ai jamais pratiqué. Donc, j'ai vu beaucoup de vidéos de lui quand il était en passage à Ouagadougou. En tant que journaliste, on a eu à couvrir beaucoup de ses rencontres avec soit le président de Faso ou certaines personnes de notre diplomatie. Maintenant, dire qu'il ne connaît pas le pays, il faut le connaître pour dire que c'est ainsi. Moi, je ne le connais pas particulièrement pour affirmer ce genre de choses. Mais il est à espérer que pour la réalité dans laquelle on est là, il maîtrise assez les choses. Et qu'il s'entoure de personnes qui aient la solution à notre problème. Et là, je pense que c'est là qu'il faut compter sur à la fois le coup de franche que le président va lui donner. Je crois que c'est ça aussi le plus important. Parce que dans ce qui est critiqué aujourd'hui, concernant le président du Faso, il y a la question de son entourage, il y a la question de ses amitiés, il y a la question de sa main non ferme vis-à-vis d'un certain nombre de choses et qui concernent justement son entourage. Donc si ce monsieur nommé Premier ministre va venir s'asseoir dans la même réalité, je ne pense pas qu'il y a quelque chose qui va changer. Mais s'il a le coup de franche pour mettre à la place qu'il faut les personnes qu'il pense pouvoir faire le travail dans une certaine proportion, parce que ne soyons pas aussi dans le comment dire cela, dans le déni de la réalité, c'est que on gère avec les gens qu'on connaît. Et puis, je pense que le président de Faso Roch Kaboré ne va pas faire campagne et mettre un Premier ministre et puis ne pas demander un minimum pour accompagner la vision qu'il a construite avec certaines personnes. Mais il faudrait qu'il ait dans une certaine proportion quand même des coudées assez franches pour nommer des personnes qui peuvent l'accompagner. Parce que c'est une équipe. Maintenant, lui, il est le maître d'orchestre. Ce qu'on va demander au maître d'orchestre, c'est la rigueur et d'amener tout le monde à aller sur les mêmes rythmes.
Mais c'est un rythme accéléré qu'on veut aujourd'hui. Et puis il y a un autre élément aussi, quand on le regarde, il est beaucoup moins jeune quand même que son prédécesseur. Ça aussi, on n'en parle pas. On a tous suivi, on a tous suivi l'ancien Premier ministre. C'était quelquefois très difficile. C'était quelquefois très difficile de le regarder au fil des séances de travail qu'il avait, des rendez-vous qu'il avait. On se demandait, mais est-ce que ça va aller ? Est-ce que ça va vraiment aller pour ce monsieur? Parce qu'on sent la fatigue, c'est normal, hein, il a tout apporté, c'est quelqu'un qui est à la retraite qu'on est venu chercher. On sentait cet épuisement-là. Là, on est avec quelqu'un il est dans la cinquantaine, non? 58 ans. 58 ans. Et quand vous le regardez, bon, je sens qu'encore il y a cette niaque-là. Et on espère qu'il aura le dos large pour supporter beaucoup de choses. Il aura la vision claire pour nous mener là où on veut. Et puis qu'il aura au moins les coups de franche pour ne pas se laisser enliser dans les questions d'amitié, dans les questions de carcan. Oui, c'est vrai que tu es venu, mais il y a ça ici, là, c'est comme ça. Dans ce cas de figure, c'est l'échec programmé. Alors, juge Bougma, carrière internationale assez riche et prolongée, un atout ou un handicap au regard de la situation qu'on a. Est-ce que vous partagez justement cette crainte de certains Burkinabés qui estiment que le monsieur peut-être ne connaît pas suffisamment les réalités sociopolitiques du Burkina? Bon, je pense de mon point de vue que tout est atout. Ça dépend de ce qu'on a fait. Par rapport aux expériences vécues, par rapport à par où vous êtes passé. Donc, cette expérience internationale de management, de structures internationales, dans le domaine de la diplomatie, dans le domaine de la science, dans le domaine de la négociation, c'est une expérience d'un point de vue qui est capitale pour le succès de sa mission. Savoir à qui parler, avoir un carnet d'adresse, c'est un élément qui est effectivement très important. Donc ça, c'est un atout. Alors, je ne dirais pas que M. Zerbo ne connaît pas bien le Burkina. Il est régulier au Burkina. Il est régulier dans des rencontres. Il est très régulier au niveau du Burkina Faso. Maintenant, quand il vient, qu'est-ce qu'il cherche à savoir? Je dis bien ça, c'est un autre débat. Et pour quelqu'un dont le nom a plusieurs fois circulé comme probable Premier ministre, ça veut dire que quand même il est introduit dans un certain nombre de cercles. Parce qu'ils sont... je me rappelle qu'il y a un autre monsieur, Toé, dont le nom a circulé en 2015. Et finalement, c'est Paul Kabat-Djeba qui est venu quand Rosine Sori Koulibaly avait été jetée comme ça, que c'était elle, alors que ce n'était pas elle. Donc il y avait le nom de ce monsieur-là, qui, je crois qui est à la Banque mondiale, un Burkinabé également. Son nom avait circulé, après on n'en a plus parlé. Parmi d'ailleurs, en son temps, parmi les probables, nous avions fait un papier et son nom figurait au niveau de la shortlist. Donc, mais j'ai dit après on n'en parle plus. Donc c'est-à-dire que M. Zerbo n'est pas le seul Burkinabé à l'international qui a une riche carrière. Mais en termes de proximité et en termes de régularité de présence au niveau Burkina, il fait partie des plus réguliers. Ce n'est pas le seul. Il y a un qui enseigne dans l'armée russe, un Burkinabé également, qui donne des cours même à l'armée russe, qui est aussi régulier, mais qu'on voit rarement s'afficher ou pratiquement pas avec des personnalités burkinabées. Mais M. Zerbo, lui, il est dans un domaine qui fait qu'il qui a cette proximité-là. Donc ça veut dire que quand même, quand il arrive, il a un cercle avec lequel il échange. Que ce soit l'actuel ministre des Affaires étrangères, M. Alpha Bari, que ce soit l'ancien ministre de la Défense, M. Bouddha, qui d'ailleurs cite son nom par rapport à ceux qui lui ont donné l'argent quand il devait justifier son bunker de Manga. Il a dit que M. Zerbo lui a donné 68 millions. Donc même sur cette question, le nouveau PM est attendu en termes d'éclaircissement à donner au Burkinabé. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que ce n'est pas vrai? En tout cas, dans cette dynamique d'opération main propre, c'est d'abord ça qu'il doit justifier. S'il a donné, pas de problème. S'il n'a pas donné aussi, c'est d'expliquer au Burkinabé que je ne l'ai pas donné. Donc M. Bouddha va encore davantage s'expliquer. Voilà, parce qu'il y a aussi ces liens familiaux avec aussi la famille Bouddha qui sont connus. Donc, je ne pense pas qu'il soit un terrain inconnu. Mais maintenant, quand on regarde son parcours, pas dans l'administration publique burkinabé. Pas un poste où il a, en tout cas de ce qui est ressorti dans le CV, en Afrique de l'Ouest. C'est le moment où il a représenté l'Afrique de l'Ouest. Mais l'instance où il a travaillé n'est pas logée en Afrique de l'Ouest. Afrique du Sud, Vienne, États-Unis, c'est des choses comme ça. Donc, sur le plan de l'administration burkinabé, là, effectivement,
on dira qu'il vient en inconnu. Alors que l'administration burkinabé est très différente aussi des autres administrations. En termes de procédure, en termes de rigueur administrative, le Burkina fait pâlir. Maintenant, en termes d'efficacité, c'est un autre débat. Mais quoi qu'il en soit, il vient dans un pays où les procédures sont complexes, où il y a beaucoup de procédures à respecter pour pouvoir finalement exécuter quelque chose et avoir des résultats. Là, connaissant bien l'administration burkinabé, il a un temps d'apprentissage. Il a quand même un temps d'apprentissage. Mais ceux qui sont venus d'ailleurs, mais qui n'étaient pas là, je pense qu'il y a un pays qui l'a réussi, Alassane Ouattara, on en parle peu. Quand Alassane est arrivé, Alassane est parti trouver des chasseurs de tête pour trouver des jeunes Ivoiriens qui étaient dans des domaines spécifiquement bien calés, formés dans les meilleures universités au monde, mais qui travaillent pour d'autres entreprises à l'échelle internationale. Et Alassane les a fait venir. L'appareil qu'il a trouvé avec eux, ce que vous gagnez ici, quand vous venez, moi je double. Sinon, ils ne vont pas venir. Quelqu'un ne peut pas être à Goldman Sachs, puis se lever, venir servir aux côtés d'un chef de l'État, dans les méandres de la politique, en bon inconnu, et avoir du résultat parce qu'il y aura beaucoup naturellement de peau de banane. Mais si vous n'avez pas le soutien et l'onction de celui qui vous a fait venir, pour vous protéger, vous défendre et dire à quelqu'un, c'est moi qui l'ai fait venir, je réponds de lui, il faut vous calmer, on veut du résultat. Si celui qui l'a fait venir n'a même pas cette capacité, ce n'est même pas la peine. Parce que les gens vont lui dire, tu es venu nous trouver ici, tu vas repartir nous laisser. Et puis notre façon de faire là, tu ne peux pas changer ça. Tu es venu, nous on avait notre façon de faire. Si tu ne respectes pas ça, c'est ton problème. Tes histoires de quoi international, de management, quoi, c'est ton problème. En attendant, on fait comme ça. Mais si celui qui t'a fait venir n'a pas la capacité de faire fléchir ou de te faire entourer d'hommes avec lesquels vous partagez la même vision, au résultat, ça va être très difficile. Et parmi eux, il y a son tout premier ministre du pétrole, il y a un aujourd'hui qui est ministre dont j'oublie le nom, il y a un qui a la présidence avec lui, mais ce sont des jeunes Ivoiriens qu'il a fait venir. Je dis bien, mais il a doublé leur salaire. Il a dit, si vous touchez tant, moi je double la mise. Bon, d'accord, mais je vous attends au résultat parce que c'est pour un résultat qu'on veut. Donc ça payait, mais ça coûtait beaucoup à l'État ivoirien, ça il ne faut pas l'oublier. Mais à la fin, il y a du résultat. Mais le chef qui l'a fait venir également est prêt à défendre quand réellement ça part dans le bon sens. Est-ce que nous, notre système 1, permet dans ce contexte aujourd'hui-là de débaucher de grosses têtes burkinabè, venir doubler le salaire? Ça c'est 1. 2. Est-ce que quand ils vont venir, ils vont avoir le coup de franche pour avoir du résultat? 3. Mais est-ce que d'ailleurs, en interne, on n'a pas d'hommes et des femmes qu'il faut seulement mettre à la place qu'il faut? Est-ce qu'on a besoin d'aller ailleurs pour aller chercher des grosses têtes? Non. Donc il y a des choix à faire. Le PM vient de l'international. À l'interne, il y a des hommes et des femmes calés dans leur domaine. Il suffit de leur donner l'opportunité et les coups de franche pour avoir du résultat, que ce soit dans le domaine sécuritaire, dans le domaine de l'économie, dans le domaine de l'environnement, de l'agriculture. Ils sont nombreux et elles sont nombreuses au Burkina. Je dis bien, il y a un système qui est là avec ce qui va avec. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir du résultat. Et je pense qu'on doit pouvoir se passer d'un certain nombre de choses. C'est pour me dire que c'est pour me résumer en disant, c'est un choix de faire venir quelqu'un de l'international ou de prendre quelqu'un de l'intérieur. À partir de ce moment, qu'est-ce qu'on veut comme résultat avec lui? Tout le reste là va se déterminer en fonction de ce qu'on veut. Si c'est juste pour faire valoir, pour qu'on dit qu'on a envoyé quelqu'un qui a un bon CV, sans ce qui va avec, on aura le résultat. Mais si réellement c'est pour impulser une dynamique nouvelle, avec une nouvelle façon de faire, pour obtenir du résultat, ça va nous obliger à aller prendre des gens dont parfois on n'est pas forcément d'accord. Mais ce sont des résultats et on veut du résultat. Donc tout dépend du choix et de ce que le chef de l'État veut faire de ses choix. D'accord. Alors pour beaucoup, la feuille de route de M. Zerbo est connue. C'est la situation sécuritaire, c'est la lutte contre la corruption et c'est surtout aussi relancer l'économie du Burkina Faso qui a été fortement impactée par cette crise sécuritaire-là. Ben oui, c'est clair. Quand vous avez suivi l'échange du président du Faso avec les journalistes, et il y a juste quelques jours, quelques heures là, quand vous regardez, il est assez
clair sur ce qui est attendu du Premier ministre. C'est d'abord la question sécuritaire, et puis ça, il n'y a pas besoin de tergiverser. C'est ce qui a emporté l'ancien Premier ministre. C'est pour ça qu'il a déposé sa démission. Et donc, pour résultat non intéressant, quand vous venez, c'est résultat plus intéressant, c'est ce qui est attendu de vous. Maintenant, ça vient aussi juste avec des engagements qui ont été pris par le président du Faso. Quand il a dit au Burkinabé, je vous ai compris, il a commencé à égrener un certain nombre d'éléments. Il a donné une stratification de ce qu'attendent les Burkinabés de façon pertinente et impérieuse. D'abord la sécurité, la question de la corruption sur laquelle il y a beaucoup à redire aujourd'hui. Et puis, vous parliez des questions de développement. Le président revenait là-dessus. On est pris dans un genre de tenaille. Crise sécuritaire, crise sanitaire, avec toutes les conséquences que cela a, sanitaire au niveau international, avec aujourd'hui l'onde de choc depuis maintenant plusieurs mois, et puis crise sécuritaire qui fait aujourd'hui que la plupart de nos éleveurs et de nos agriculteurs, c'est pas qu'ils ne vont pas au champ et donc que les saisons ne sont pas bonnes du fait de la pluie, mais c'est qu'ils ne peuvent même pas aller au champ, et la majeure partie d'entre ces agriculteurs et éleveurs-là ont été contraints de quitter chez eux et sont aujourd'hui des déplacés internes, donc ça veut dire que c'est des personnes dont on doit s'occuper. Donc, dans une situation pareille, il faut commencer à repenser comment on relance ces choses-là. Donc, il y a la question sécuritaire avec ses conséquences. Et il y a le gage qu'il faut donner de bonne gestion au Burkinabé, parce que c'est ce cocktail-là qui est inacceptable et dont le Burkinabé n'en veut pas en termes de breuvage. On ne peut pas continuer de faire des efforts, on ne peut pas continuer de compter des morts, on ne peut pas continuer de perdre du territoire et puis avoir des gens qui ont un genre de train de vie qui est luxueux. Ça, il faut l'appeler de façon très claire. Ça, c'est ce que les Burkinabés ne veulent pas. Donc, si le Premier ministre vient, il faudrait qu'il s'engage dans ces choses-là. Et je pense que le président du Faso a déjà défini les signaux en la matière. Mais je dis, il faudrait qu'il y ait plus de concret que le Premier ministre passé. Parce que n'oublions pas que ce sont les mêmes défis qui s'étaient imposés, qui s'étaient opposés à la chose, au président Premier ministre. Rappelez-vous, il a dit qu'il avait trois défis majeurs. Il y avait celui de la sécurité, il avait parlé du train de vie et d'État, et puis le troisième, je pense que si ma mémoire est bonne, ça va revenir. Je pense que c'était le front social. Oui, c'était sur le front. Voilà, la question, voilà. Donc le dialogue social, voilà, c'était les trois fronts. Et quand vous regardez sur la question du dialogue, avec le Fonds social qu'on avait, qui était un peu en ébullition, il faut reconnaître que M. Dabiré avait pu manœuvrer, parce que lui-même connaît bien ce milieu-là, et puis il avait ses connexions, il a pu calmer un certain nombre d'éléments. Et ça, il faut le mettre à son actif. Il faut reconnaître certaines choses aussi. Et là-dessus, il a vraiment bossé. Maintenant, sur les deux autres éléments, la question sécurité, c'est ça qui l'emporte. Donc, pour moi, le verdict, il est dit. Maintenant, sur la question du train de vie de l'État, il a dit, dès les semaines prochaines, je vais faire un séminaire gouvernemental, je vais commencer à tracer les grandes lignes et vous verrez que ça va changer. Mais jusqu'à ce que monsieur démissionne, est-ce que quelque chose a changé fondamentalement? C'est ça le problème. Le Burkinabé, il est habitué aux promesses du politique, hein. Maintenant, c'est les actions qui doivent venir après, là. C'est ça le principal. Maintenant, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que c'est parce que l'ancien Premier ministre Dabiré a manqué de volonté? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Mais vous travaillez dans quel contexte? Voilà pourquoi je dis qu'il y a quelque chose d'important. Si le président continue avec ses amitiés dont on parle, avec certaines largesses, avec les gens qui sont autour de vous, dont vous acceptez certains écarts, celui qui viendra, si c'est dans ça il va fonctionner, ça sera compliqué. Ça sera vraiment compliqué. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Vous venez avec toute la bonne volonté. Si on ne vous donne pas le coup de franche, c'est compliqué. Mais je pense aussi qu'il a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'il vient dans une situation où le président lui-même a intérêt à laisser les choses se faire pour qu'il soit sauvé et que tout le monde soit sauvé. Il vient dans une situation qui est celle-là, où il y a une pression forte sur un président et qui a besoin de résultats ici et maintenant pour convaincre les Burkinabés. Et je crois que quand vous avez besoin de résultats, vous laissez faire pour qu'on ait ces résultats-là. Parce que ce qui a plombé les choses, c'est tout ce qui se dit autour du président. Et je crois qu'on va permettre à ceux qui viennent d'arriver de pouvoir travailler, je crois, aisément. Et que lorsque quelqu'un
lorsqu'il y a des dérives, il faudrait que... j'ai écouté, j'ai dit encore l'échange du président du Faso avec les journalistes sur la question, par exemple, de l'opération main propre. Quand vous écoutez le président, c'est vrai, il dit, je lance cette vaste opération. Mais maintenant, il dit, c'était le rôle de l'ASULC dont on a renforcé les compétences de faire un certain nombre d'éléments. Il y a une justice qui est là, elle devrait faire son travail. Mais vous, le président, pourquoi est-ce que vous dites que vous lancez une vaste campagne d'opération main propre? C'est parce que vous savez qu'il y a un problème et que votre décision et votre impact peut solutionner un certain nombre d'éléments, peut lever certains verrous. C'est pour cela. C'est ce qu'on attendait peut-être relativement à ces questions concernant le président du Faso, c'est de nous montrer comment il est enclin à changer la posture d'avant, qui était celle où on pensait qu'un président laissait faire. Et qu'il dit, depuis qu'il a dit, à partir de maintenant, je lance une opération main propre, que ceux, pour employer lui-même son vocable et sa parabole que j'ai beaucoup aimée, que ceux qui sont tentés de faire quelque chose soient effrayés par le goût de nez. L'opération main propre, là, c'est ça. C'est comme votre chien qui regarde ce que vous avez dans la main, il n'est pas fou pour traverser parce qu'il sait ce qu'il attend. C'est cet exemple-là qu'on veut. Mais il faut que le président, on l'entende dire, changer le discours. Pas non, c'est la faute de c'est celui-là qui devrait faire, c'est celui-là qui devrait faire. Non. À partir du moment où vous avez pris cet engagement, ça veut dire que vous pouviez quelque chose. Vous vous êtes rendu compte qu'il y a quelque chose que vous pouviez faire encore plus. Mais ce n'est pas le moment de dire, bon, c'est... Et ça fait que, bon, ça plombe les espoirs des uns et des autres. J'espère que le Premier ministre qui viendra va réveiller ça. Parce qu'aux missions aussi, les moyens de la mission, et aux missions aussi, la niaque et la volonté d'y parvenir. Et j'espère qu'il aura tout ça. C'est tout ce qu'on peut souhaiter pour ce Faso-là. D'accord. Alors, juste moi, peut-être avant de prendre votre avis sur les défis qui attendent le Premier ministre, il y a aussi une photo qui a fait le tour de la toile quelques heures après la nomination du Premier ministre. Une photo avec Lassina Zerbo aux côtés de Vladimir Poutine, le président russe. Ça paraît peut-être léger, mais le débat a enflammé la toile. Vous avez suivi. En la matière, pour beaucoup, il n'y a rien d'anodin, ou bien pour vous, c'est un non-événement? Mais pourquoi les photos avec Erdogan ne posent pas de problème, les photos avec le pape ne posent pas de problème, avec Ban Ki-moon ne posent pas de problème, avec Thabo Mbeki ne pose pas de problème? Non, il n'y a rien à dire. Vladimir Poutine fait partie des chefs de l'État que M. Zerbo a rencontré dans l'exercice de ses fonctions. Il est exécutif. Il rencontre des gens pour parler. Pourquoi la photo avec Macron aussi n'a pas fait problème? Non, je ne suis pas polémiste. Franchement, non, c'est léger. C'est trop tiré par les cheveux. Il a une photo avec Macron. Pourquoi on ne dise pas qu'il s'acoquine avec la France? Mais la photo avec la Russie, c'est suffisant pour faire beaucoup de bruit. Non. On est frileux, on a une France que beaucoup demandent à ce que les formes de collaboration puissent être revues. Il y a une Russie qui nous séduit par son système, une Russie qui nous fait des yeux doux parce qu'il ne faut pas rêver. Hein. C'est la géopolitique, chacun tente d'étendre ses tentacules. Donc, c'est une Russie qui a une main tendue, qui a été bien saisie au Mali, avec ce qu'on a vu comme fruit d'une collaboration ou d'une coopération qui prend de l'ampleur, parce que la coopération entre la Russie et le Mali date de longues années et beaucoup d'officiers maliens ont été formés par les Russes. C'est une longue tradition depuis Modibo Keïta. Donc, la réalité, je dis bien, maintenant, comme on est dans cet esprit, dès qu'on a vu la photo avec Vladimir Poutine, on a commencé à faire des vagues. Monsieur, il y a de ces photos qu'il a avec des personnalités qui ont été rendues publiques. Maintenant, qu'il se tourne vers la Russie ou pas, ça c'est à l'épreuve terrain. Donc, non, je ne pense pas que ce soit vraiment dans... Et puis, prendre une photo avec une personnalité, quand vous êtes à ce poste, c'est l'une des choses les plus faciles. Mais pouvoir avoir accès à lui et parler, voilà, on a plein de jeunes, et même nous, qui prenons des photos avec des personnalités qu'on publie, puis ça s'arrête là. Même quand il a été nommé, vous voyez, beaucoup de jeunes Burkinabés, plusieurs jeunes Burkinabés ont publié des photos où ils étaient avec Lassina Zerbo. C'est au détour d'une rencontre, comment on appelle ça, d'un échange autour d'une conférence. Vous partez, vous faites la photo, vous gardez, après vous publiez. Mais on ne dira pas que vous connaissez très bien, vous le pratiquez, vous, comment on appelle ça, vous changez régulièrement. Peut-être que le numéro, vous ne l'avez même pas. Parce qu'il y en a même qui ont le numéro, qui sont allés jusqu'à demander la carte de visite. Même si vous avez pris la carte de visite, c'est même pas sûr que vous l'avez appelé une fois. Donc, une photo, c'est pas suffisant de mon point de vue. Merci, monsieur le juge. Nous allons passer au deuxième sujet enrôlé pour la présente convocation.
Aujourd'hui, nous sommes le 13 décembre 2021 et cela marque justement l'anniversaire de l'assassinat du journaliste d'investigation Norbert Zongo. Les faits sont connus. Norbert Zongo et 3 de ses compagnons ont été assassinés le 13 décembre 1998 sur la route de Sapui, c'est dans le centre-ouest. Alors, parmi justement ses compagnons d'infortune, on a son frère Ernest Yembi Zongo, son ami Blaise Ilboudo et son chauffeur Abdoulaye Nikiema. 23 ans après, la vérité et la justice sont toujours attendues. Et quand on voit le thème de la célébration, je cite, face aux velléités ambiantes de blocage contre toute consécration de l'impunité au nom d'une quelconque réconciliation nationale, poursuivant la même détermination, la lutte pour la vérité et la justice pour Norbert Zongo et ses compagnons et pour toutes les victimes de crimes de sang. En tout cas, le thème en dit long sur les attentes, je dirais, des organisations et des personnes qui s'engagent pour la vérité autour de ce dossier-là. Oui, Juge Bougma. Oui, ce n'est pas un dossier à enterrer. Donc, je comprends ceux également qui sont debout et qui ont choisi ce thème pour pouvoir maintenir le flambeau. Je dis bien c'est un flambeau parce que y a des gens qui ont porté cette lutte-là, qui continuent de la porter. Certains ne sont plus de ce monde, mais le combat continue pour la vérité. J'ai dit aujourd'hui, les classes sont fermées. Il y a des patrons d'école, des responsables d'établissements qui ont pris sur eux la responsabilité de façon prudente de fermer les salles de classe. De façon prudente, parce qu'il peut y avoir effectivement des manifestations. Maintenant, les années ne sont pas pareilles. Il y a des années où les manifestations sont très fortes, très violentes. Il y a des années aussi où c'est moins forte, moins violente, moins dense en termes de nombre de personnes. Donc, je dis bien, il y a cette réalité qui est là, implacable. Donc, c'est une justice également qui se fait attendre. Et donc, on attend. Donc, je dis, le thème est en phase avec les réalités du moment. D'accord. Alors, juge, c'est vrai, on l'a dit, la grande question, c'est l'évolution du dossier judiciaire. Aujourd'hui, les regards sont braqués vers la Cour européenne des droits de l'homme qui a suspendu provisoirement l'extradition de François Compaoré, qui est, je dirais, le suspect sérieux. Alors, votre regard par rapport à ce dossier-là, est-ce qu'il ne faut pas aller justement vers un jugement sans le principal accusé? Moi, je pense que depuis quelques années même, on attendait certains avocats dire que, avec ce qu'on a comme témoin, ce qu'on a comme élément, on pouvait commencer le travail judiciaire, ça pouvait se faire déjà. Maintenant, c'est qu'on est souvent aussi arc-bouté à se dire ceux sur qui les suspicions sont les plus fondées et qui semblent être au cœur de l'affaire, il faudrait qu'elles soient là. Je pense que c'est des choses qui se font aussi, qui peuvent se faire concomitamment. Et quand même, voyons qu'on est quitté très loin. Hein. Depuis, c'était quand? C'était 2001 où on avait eu un inculpé Kafando, non-lieu, après, jusqu'à avoir des langues qui se délient, avoir des témoignages, avoir un certain nombre d'éléments, avoir des inculpés aujourd'hui. Je pense il y a eu, c'est pas allé vite, c'est vrai, mais il y a eu cette avancée. Et puis, je pense qu'il y a aujourd'hui une foultitude d'éléments qui peuvent permettre de travailler là-dessus. Là, on a tellement fait d'interviews avec même en son temps Benoît Sankara, parce qu'il était aussi c'est l'un des anciens avocats dans cette affaire, avec beaucoup d'autres. Et ils nous disent on a maintenant assez d'éléments. Donc quand vous regardez ça, c'est vrai qu'on est quelquefois focus et arc-bouté sur ce que l'extradition là doit se faire. C'est le premier ministre français qui l'avait, c'était en mars 2020 ou bien c'était quand, je ne me rappelle plus, qu'il l'a signé. Maintenant c'est des procédures, on savait que ça allait être long. Tout le monde sait d'une façon ou d'une autre l'impact que notre décision d'annuler la peine de mort a eu. Donc il y a beaucoup de choses qu'on a essayé d'arranger pour que ça puisse se faire aussi. Maintenant, c'est des procédures et c'est normal que ça quelquefois ça traîne. Mais je ne pense pas qu'il faille forcément attendre. Regardez aujourd'hui, quand on regarde le procès Thomas Sankara, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui manque, notamment Blaise Compaoré, dont le nom revient très souvent. Mais il y a des gens aussi qui sont en train de répondre et petit à petit, on est en train d'avoir un peu plus de lumière sur ce qui s'était passé. Est-ce que le cas Norbert ne peut pas se faire ainsi? Il y a ce qu'on appelle les jugements par contumace. Je crois que là-dessus, il faut... Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est pas nous qui décidons. Hein. D'accord. Alors, juge Bougma, c'est vrai, on l'a dit, pour beaucoup, à l'instar du dossier Thomas Sankara, il faut aller avec ce qu'on a comme élément, quitte à peut-être juger par contumace, comme le juge l'a dit. Oui, je ne dirais pas ça, parce que n'étant pas dans
les procédures judiciaires, mais bon, c'est parce que les avocats ont dit que le dossier est bouclé et peut être jugé. Donc dès lors qu'il peut être jugé, il faut le juger. Alors est-ce que ça peut se faire par contumace? Fatoumata Diendéré, pendant le procès du putsch, a été jugé par contumace. René Mir Kaboré, qui est assis à Abidjan, aussi a été jugé par contumace pendant le dossier du coup d'État de septembre 2015. Donc, dans ces conditions-là, le dossier Norbert Zongo, s'il y a des gens qui sont impliqués, accusés qui ne sont pas là, inculpés qui ne sont pas là, on peut juger par contumace. Donc, faire de la fixation sur François Compaoré, voilà. Maintenant, personnellement, je me suis dit, est-ce que la justice ne veut pas d'abord vider le tout premier, l'un des dossiers emblématiques, Thomas Sankara, avant d'enrôler celui de Norbert Zongo? Peut-être que c'est des dossiers qui vont se suivre pour être vidés. Donc aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que cette Cour européenne a suspendu, parce que c'est la procédure. C'est la procédure. Dès qu'elle est saisie, elle vous dit, donc en attendant que nous, au statut, vous arrêtez votre procédure. Donc ça fait partie de la procédure. Ce n'est pas parce que c'est une victoire d'étape pour François Compaoré. Non. C'est la procédure. Même si François Compaoré convoquait quelqu'un et puis c'était dans la même procédure, on dira François de patienter parce que c'est la procédure. Donc il y en a pour certains, c'est comme c'était présenté comme une victoire d'étape, c'est suspendu. Oui, mais la procédure, on veut ça ainsi. Quelqu'un est jugé, on fait appel, la conséquence est immédiate. Donc, il n'y a pas d'événement en tant que tel. Et maintenant, ce qu'on attend, c'est quand le dossier va être enrôlé, et puis bon, on attendra la suite définitive. Mais tout le monde savait que le dossier, François devant, au niveau de la France, ils allaient épuiser toutes les voies de recours. Et puis, ce n'est pas des moyens pour payer les avocats qui les manquent. Donc, tant que l'avocat peut émarger, il va conseiller les autres étapes aussi à aller. Et puis, bon, François Compaoré en France, la réalité aussi, c'est que sur le plan, c'est beaucoup d'argent dépensé pour les avocats, pour, comment on appelle ça, pour son quotidien. Donc, il y a un impact financier derrière. Et puis, tout ce qu'on a déployé pour que les avocats partent défendre le Burkina, ou bien trouver des avocats de l'autre côté pour défendre le Burkina, c'est cher payé. C'est ça aussi. Mais en son temps, des avocats dits chevronnés nous avaient dit que ce n'est pas la peine, il ne viendra pas, le Burkina va perdre, ne peut pas gagner devant les juridictions françaises. Mais toutes les juridictions françaises ont été épuisées et à chaque étape, le Burkina a gagné. Maintenant, bon, c'est la dernière étape. Mais je fais partie de ceux qui pensent qu'on peut juger avec ou sans François Compaoré. Maintenant, il y a ce dossier, l'autre histoire, vérité qui nous rattrape, j'avais dit la dernière fois. Nos militaires se sont mêlés de certaines choses et pas eu de sanctions administratives. Le cas Norbert Zongo en est une illustration. Une illustration parfaite de ce que des éléments peuvent faire à quelqu'un dans une enceinte militaire avec ce qui va avec, jusqu'à aller boucaner également un journaliste dans ces conditions et puis revenir sur la coulée douce jusqu'à ce qu'une enquête épingle des suspects sérieux. Et là aussi, la hiérarchie, sur le plan administratif, n'a rien fait. Donc ça nous rattrape par rapport aussi à la discipline de notre armée. Et toutes ces leçons-là, on doit les tirer. D'accord. Alors, Juge Bouma, quand on parle de François Compaoré, c'est connu, c'est le frère cadet de Blaise Compaoré, l'ancien président du Burkina Faso. Alors, à son temps, ça se disait, tant que Blaise sera au pouvoir, il n'y aura pas vérité ni justice dans cette affaire-là. Et avec l'avènement de l'insurrection, beaucoup avaient nourri l'espoir de voir enfin le dénouement de ce dossier. 7 ans après, c'est vrai, juge Vaal a dit, le dossier a connu une évolution, mais finalement, qu'est-ce qui coince selon vous? Non, ce qui coince, il reste à programmer. Ce qui coince, c'est au niveau de la justice. Les avocats du dossier de Norbert Zongo sont formels. Le dossier est bouclé, est prêt à être jugé, et peut être jugé à tout moment. Donc, qu'est-ce qui coince? Franchement, ça, c'est à la justice. Il faut poser cette question. Parce qu'elle va dire, par exemple, la procédure sur son cours. Et quand vous l'interrogez, c'est ce qu'elle dit. Maintenant, est-ce que c'est la ressource financière, parce qu'un tel procès aussi c'est de l'argent. C'est la ressource financière que qui de droit n'a pas encore donné pour pouvoir programmer le procès. Le procès Thomas Sankara, c'est un coût. Les honoraires des avocats, commis d'office, et tout ce qui va avec comme logistique à prévoir, comme dispositif sécuritaire, la salle, tout, ça a un coût. Donc, est-ce que c'est l'argent pour le procès qui n'a pas encore été donné?
Ou bien qu'est-ce qu'il y a? Donc il y a ces questions-là, effectivement, à voir, parce que tout le monde vous dit que le dossier est bouclé et peut être jugé à tout moment. Donc comme il peut être jugé à tout moment, on attendra maintenant de voir c'est quand est-ce que réellement ça va être jugé. Ça, c'est la question à quand maintenant. Voilà. Donc il y avait effectivement eu de l'espoir. Le dossier a beaucoup bougé et même des éléments clés, parce que même jusqu'à l'épave du véhicule qui aurait servi à commettre le crime a été retrouvée. Parce que des langues se sont déliées. Des gens qui avaient des pièces maîtresses ont eu le courage maintenant d'aller les fournir. Donc, il y a cette réalité. Maintenant, ceux qui disaient que tant que Blaise sera au pouvoir, il va protéger son petit frère, oui, parce que François Compaoré est appelé le petit président. Demandez à certains premiers ministres de Blaise Compaoré, vous finissez de concocter les membres de votre gouvernement, vous donnez à Blaise Compaoré pour appréciation, il vous pose la question. Est-ce que vous avez vu François? Vous dites non, allez-y le voir. Et puis vous remettez votre liste, vous arrivez, monsieur vous fait patienter, puis il prend son stylo, il barre et puis il remplace. Il y en a qui n'avaient que 2 ministres qu'ils ont nommés eux-mêmes en tant que premier ministre au niveau du Burkina. Ce sont des confidences qui commencent à sortir. Des anciens premiers ministres qui font ce témoignage. Ou bien leurs proches qui vous disent que c'était ça, réellement. Mais c'était le petit président. Donc un petit président, ça doit être protégé par le président, naturellement. Donc c'est ceux également qui faisaient le lien entre la politisation du dossier, de ce dossier-là. Alors que il fallait déconnecter. Et toutes ces personnalités qui ont tenté de dire à Blaise Compaoré, écoute, laisse ton petit frère aller répondre, l'on paye cher et cash. D'accord. Alors peut-être dernière question avec vous, juge Va. C'est vrai que la commémoration de ce 13 décembre, c'est un devoir de mémoire, c'est réclamer la justice et la vérité, mais pour beaucoup, c'est aussi rendre hommage à quelqu'un à travers son sacrifice suprême qui a sécrété des grands journalistes et des gens aujourd'hui qui marchent sur ses pas. Et souvent, on ne le dit pas assez. Ah oui, ça on ne le dit pas assez. C'est ce monsieur qui a fait aimer aussi ce métier-là. Et puis qui a apporté beaucoup de dignité à une façon de faire, c'est-à-dire à bien faire son travail et à s'arc-bouter sur une réalité, la vérité. Et tant qu'elle n'est pas dite, c'est comme s'il n'était pas libre et qu'il n'est pas libéré. Mais c'est ça aussi. Moi, je m'en voudrais aussi de ne pas aborder la question dans laquelle nous sommes. C'est que la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est beaucoup de... Vous savez, ce que nous faisons là, c'est beaucoup de vocations. Hein. C'est beaucoup de vocations. Mais nous n'existons qu'à travers des médias. Et ça intervient à un moment donné où la plupart des chaînes de télé privées sont coupées. Les chaînes de télé privées sont coupées. On sait ce que ça apporte dans l'ancrage de la démocratie dans notre pays. On sait les contributions qui sont celles des émissions auxquelles le Burkinabé lambda a accès et appelle pour dire ce qui ne va pas, pour dire ce qu'il pense. On sait le contenu que nous avons qui participe de l'éveil de conscience avec les contraintes qu'on sait et les réalités qu'on sait. Et aujourd'hui, on est dans la plupart de ces médias privés là dans un contexte de bras de fer avec la SBT. J'appelle pas ça bras de fer parce qu'on demande de payer quelque chose qu'ils ne peuvent pas. Ils font une proposition, on a l'impression qu'il parle à un mur. Et aujourd'hui, c'est depuis le week-end. La plupart des médias privés là sont coupés. C'est dans ce contexte-là d'exercice des métiers où il y a un entrepreneuriat aussi de Burkinabé, parce que à la différence de certains pays que vous avez vous avez c'est des multinationales qui viennent par certaines personnes qui ont des médias et tout. Ici, vous avez des Burkinabés qui ont pris sur eux de faire un certain nombre d'éléments et qui travaillent avec leurs frères. Et aujourd'hui, on demande l'impossible. Qu'est-ce qu'on veut pour cet entrepreneuriat-là? Qu'est-ce qu'on veut aussi pour nos médias qui, somme toute, ont une autre contribution qui est celle de l'éveil des consciences et même dont la charte impose un certain nombre d'éléments pour ce qui est de nos aspects culturels, pour ce qui est de nos valeurs qu'on veut véhiculer. Quand on ne veut pas discuter avec eux sur des conditions aussi basiques, on se demande qu'est-ce qu'on veut à la fin. Si c'est donné peut-être des fréquences et puis après, on se retrouve dans une situation où on veut élaguer, ce n'est pas la bonne formule. D'autant plus que, disons les termes comme ils sont, on parle de 88 millions en gros, ils font la proposition d'une trentaine de millions, autant pour passer sur des moyens de diffuser comme Canal. Ce sont des propositions, ça doit faire l'objet des discussions. On passe de l'analogie au numérique, ce qui n'a pas été demandé, mais ce qui est salué du fait de l'évolution technologique. Mais après, on a l'impression qu'on est dans un traquenard, on vous dit payez ça parce que c'est comme ça, parce que comme ça, et c'est non discutable. Je pense qu'on
On a une SBT avec laquelle on travaille, on a une société burkinabé, télévision numérique terrestre avec laquelle on veut travailler, mais qui ne doit pas faire la sourde oreille à la réalité du métier. On a un modèle économique que tout le monde connaît, on a une part de marché que tout le monde se partage ici, et je pense qu'ils ont les comptes des différentes entreprises pour savoir ce qu'est la réalité des chiffres d'affaires que les uns et les autres font. Je dis, c'est en ce jour où c'est l'expression d'un métier. Moi, je suis journaliste, c'est ce que je sais faire. Mais aujourd'hui, c'est par la radio seulement qu'on m'entendra, parce qu'à la télé, je suis coupé. Mais c'est-à-dire, derrière la coupure, il faudrait comprendre le symbole de ce qu'on ferme. Je veux m'arrêter à ça. Il faudrait comprendre que ce n'est pas juste fermé, ce n'est pas juste une onde qu'on coupe, mais derrière aussi, il y a des gens qui ont contribué à quelque chose, à un éveil de conscience dans ce pays-là, et c'est ce qu'on est en train de fermer. Dossier Norbert Zongo, 23 ans après où se trouve le dossier, et nomination de Lassine Azerbo au poste de Premier ministre, ses qualités et ses défis. Voici les deux sujets qui ont été enrôlés pour la première convocation de la semaine du tribunal de l'actualité. C'est ici qu'on va mettre un point final à la présente convocation. Merci, messieurs les juges, pour les clés de lecture. On se retrouve demain pour la même mission, poser un regard critique sur l'actualité. Mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders True TV et Watt FM.